Bien, bonjour à tous. Je vous propose de commencer puisque nous avons un temps de parole assez bref, une petite heure, et que nous avons réuni pour cette table ronde autour de la manière dont le numérique transforme les apprentissages. Nous avons réuni 4 experts, quatre experts de la culture numérique, des cultures numériques et des pédagogies avec le numérique, qui chacun ont quelque chose à dire d'important, je pense. Donc, je les présente rapidement pour gagner du temps. D'abord, Anne Cordier, vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'ESP de Rouen. On a expliqué tout à l'heure ce que c'était que l'ESP, où vous formez donc les futurs professeurs documentalistes en master MEF. Vous êtes membre du projet ANR Translite, qui est coordonné par Divina Fraumeg et qui consacre ses recherches aux translittératies. Ça veut dire quoi, translittératie? C'est la convergence de l'éducation aux médias, à l'information et à l'informatique, pour faire bref. Et vous avez publié notamment, ce qui est très important, Grandir connecté, ce qui est un ouvrage sur les pratiques des jeunes, des adolescents et leur recherche d'information. Michel Guilloux, vous vous définissez vous-même comme naturaliste tombé dans le numérique et l'éducation aux médias. C'est une litote, je pense, pour dire que vous êtes passionné depuis l'époque où vous étiez professeur de sciences de la vie et de la terre, si je ne me trompe pas, pour le numérique éducatif, et qu'en tombant, comme vous dites, dans l'éducation aux médias, vous avez permis à des centaines de professeurs depuis des années que vous avez formés de prendre une véritable hauteur en réalité sur ces questions, une hauteur de point de vue sur ces transformations culturelles et sociales liées aux médias numériques. Et sur votre blog que tout le monde connaît, je pense, culturenumérique.fr, vous vous informez, vous éclairez quotidiennement, vous alertez aussi parfois vos lecteurs et vous pourfendez les préjugés, les mythes, et parfois avec une certaine audace, mais souvent avec courage, Michel. Didier Paclin, professeur des universités, titulaire de la chaire de leadership en pédagogie de l'enseignement supérieur à l'université Laval au Québec. Merci d'être venu de si loin, même si vous étiez à Bordeaux les dernières années et que nous vous connaissons aussi en France. Vous êtes expert auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France sur les questions de pédagogie et numérique. Vos travaux portent sur l'analyse de la complexité des processus d'apprentissage, enfin d'appropriation plutôt des dispositifs numériques pour la formation et l'apprentissage, justement, dans des contextes formels et informels. Vous avez développé en particulier la notion d'écosystème, qui est importante pour nous, écosystème pédagogique. Nous en avons parlé dans la première table ronde et nous allons l'évoquer encore ici. Vous avez conduit plusieurs recherches longitudinales sur les impacts des politiques publiques de l'enseignement supérieur sur l'éventuelle transformation des pratiques pédagogiques. Donc nous sommes en plein dans notre sujet. Enfin, André Tricot, professeur de psychologie à l'ESP de Toulouse, directeur adjoint du laboratoire cognition, langue, langage, ergonomie du CNRS. Alors, outre votre travail sur les processus cognitifs de recherche d'information, mais aussi un travail que vous avez fait avec Jean-François Rouet, je crois, sur les formats de connaissances qui aident les enseignants à mieux définir les finalités et les objectifs de leur enseignement, justement. Vous êtes un spécialiste de l'introduction du numérique à l'école et de sa mise en œuvre pédagogique, de son impact sur les apprentissages. Vous avez publié notamment, et je pense que nous avons tous avantage à lire ce livre si ça n'est pas déjà fait, avec Franck Amadieu, Apprendre avec le numérique, mythes et réalité. Vous détruisez justement, vous reconsidérez un certain nombre de mythes sur le numérique et la plus-value pédagogique de ces outils, entre guillemets. Vous avez d'ailleurs aussi, et je pense que c'est important de le savoir, coordonné le groupe d'experts qui est chargé au Conseil supérieur des programmes, qui était chargé du projet de programme pour le cycle 2. Voilà, alors j'aimerais qu'on passe, puisqu'on l'a dit, nous sommes toujours en prise avec les pratiques des professeurs sur le terrain. J'aimerais qu'on passe une petite vidéo qui durera 4 minutes, mais qui va nous mettre tout de suite dans l'ambiance de ce qui se fait, là en l'occurrence par 2 enseignantes de lettres, professeurs de lettres, qui étaient dans l'académie de Grenoble et qui ont travaillé sur les réseaux sociaux avec leurs élèves, ou plutôt qui ont étudié les textes à partir des réseaux sociaux. S'il vous plaît, à la régie, si on peut passer là. Voilà.
L'idée était de faire de la lecture avec eux à partir de romans du 19e siècle assez complexes et de croiser tout ça avec de l'éducation aux médias pour que les élèves puissent apprendre à protéger leur espace personnel. On a lu le roman et après on a inscrit les personnages sur Facebook. La lecture lacunaire, c'est-à-dire superficielle, était possible puisqu'ils avaient auparavant le nom des personnages sur lesquels ils auraient à travailler. Certains ont lu intégralement l'œuvre, d'autres se sont plus attachés au passage où leur personnage était présent. Mais dans l'ensemble, oui, tous ont lu le roman. Quand je lisais le livre, je prenais mon cahier brouillon, comme ça, quand il y avait des passages sur le personnage de Facebook, j'écrivais sur mon cahier brouillon des informations que j'avais dans le livre. Ouais, on s'en servait, on prenait des notes, quoi. Chacun pouvait lire le roman à son rythme et à sa façon, soit intégralement et trouver tous les personnages et réfléchir sur l'ensemble des personnages du roman, soit ne se concentrer que sur les personnages de son roman. Et le but était bien que chacun lise et s'approprie un roman du 19e, donc à son rythme et à sa façon, et oui, personnalisé dans la lecture. Donc avec les élèves d'une classe de seconde, nous avons réalisé l'adaptation numérique du Père Goriot sur Facebook. Et en fait, l'idée m'est venue en me replongeant dans les études critiques sur Balzac et en relisant le roman. Et en fait, il y a une espèce d'image qui m'est apparue comme ça, l'analogie entre le réseau social que forment les personnages de la comédie humaine et le réseau social numérique que représente une plateforme comme Facebook. Donc moi j'ai travaillé avec le personnage de Eugène de Rastignac. Donc j'ai réalisé un pocket film. Donc en fait je me suis basée sur le personnage du début du roman, c'est-à-dire un personnage assez naïf, tout ça. Et donc je devais retracer son itinéraire moral et social, c'est-à-dire que j'avais comme support un plan de Paris et un petit personnage. Et donc, sur un fond musical, j'ai représenté Eugène de Rastignac. Donc l'idée, au niveau du scénario pédagogique, c'était de faire du roman non plus seulement un objet d'étude, mais en fait une histoire à vivre, à revivre de l'intérieur, à rejouer. Donc évidemment, l'immersion dans l'œuvre allait de soi, puisqu'il y avait en plus un projet d'écriture qui consistait à adapter le roman sur le réseau social. Il y avait un petit peu cette espèce de dimension sociale, oui. On se disait, voilà, on va écrire ça et ça va être vu par les personnages du roman qu'on avait créé ailleurs. Donc, puis en plus, on avait mené un travail antérieur de construction de la personnalité de Vautrin et de la retranscrire donc, sur son profil. Donc, ça a été plus facile peut-être pour se mettre en fait dans la tête vraiment de Vautrin et pour sentir la connexion qu'il pourrait avoir avec les autres membres. D'une part, évidemment, la maîtrise de la langue, par les nombreux travaux d'écriture qui ont jalonné cette séquence. Bien sûr que nous avons travaillé le sujet d'invention. Ça nous a permis finalement de rentrer au cœur de l'œuvre. On a vraiment pu s'impliquer, s'identifier au personnage, et puis finalement ça a vraiment été l'occasion de donner vie, sachant que cette œuvre de Balzac est très théâtralisée. Donc on avait vraiment, entre guillemets, quasiment rien à faire. Ça coulait de source quand on devait écrire pour les personnages à leur place sur Facebook. Et c'est vrai que c'était finalement quelque chose de très ludique, mais ça restait quand même très littéraire au fond, et c'était ça qui était très intéressant. Ça donnait cette dimension finalement du jeu dans la littérature. Bien, c'était une entrée en matière qui nous permet de voir que les élèves eux-mêmes ont assez bien conscience finalement et sont capables de formaliser, d'expliciter ce qu'ils font, comment ils le font et pourquoi ils le font, et de s'approprier donc le patrimoine littéraire, les textes, la compréhension des textes à travers les réseaux, voilà. Mais avec la médiation de leurs professeurs toujours, nous l'avons vu. Donc je crois qu'on peut dire que le format d'une table ronde, sa durée, ses conditions matérielles, voire ses conditions techniques, c'est-à-dire à la fois la disposition de la table, de la salle, du public, conditionne largement non seulement les modalités, mais aussi les choix
des contenus, du scénario de communication et d'échange que nous avons. Eh bien, je pense qu'il en va exactement de la même manière pour le numérique et les apprentissages à l'école. Les technologies dites de l'information et de la communication définissent un environnement, un écosystème à la fois matériel et culturel qui transforme aussi bien les contextes d'apprentissage, donc l'environnement, le milieu, les scénarios, on a utilisé plusieurs termes jusque-là, les contenus aussi d'apprentissage, ce qu'il faut apprendre, ce qui vaut la peine d'être enseigné, comme disait Olivier Reboul, et j'aime citer sa réponse, ce qui libère et ce qui unit, ça renvoie à ce qu'on a entendu dans leur première table ronde. Et peut-être aussi, troisièmement, les processus d'apprentissage, c'est le sujet de cette table ronde, c'est-à-dire la manière dont les élèves apprennent, tout simplement. En tout cas, c'est sur cette hypothèse de départ d'une triple transformation et autour de ces 3 questions que nous avons souhaité organiser nos échanges. Et je vais donc commencer tout de suite à poser les questions à chacun d'entre vous. Sur la question des contextes et de l'environnement, Michel Guilloux, vous dites souvent, vous aimez à répéter, et on l'a entendu ce matin, que le numérique n'est pas un simple changement d'outil, bien sûr, pour apprendre, mais qu'il est bien plus que cela, qu'il est une transformation en profondeur de notre environnement, de notre culture surtout, qui nous oblige à repenser dans son ensemble peut-être la forme scolaire. Est-ce que vous pouvez préciser et expliciter cette affirmation, ce constat ? On peut essayer, oui. Je pense que vous m'entendez. Oui, on peut essayer, oui, mais c'est vous qui avez commencé, Catherine, en parlant de l'école qui changeait avec le numérique. Si l'école change avec le numérique, c'est parce qu'il ne suffit pas d'y mettre des outils dans la classe pour que tout d'un coup l'enseignement change. On sait bien, enfin, c'est un truisme que de mettre un tableau numérique ou une tablette en face d'un élève, c'est pas ça qui va au fond changer les apprentissages. Il faut plus que ça, il faut bien plus que ça. On sait bien de toute façon que ces outils finiront à la poubelle de l'histoire. Et donc la dimension dont on parlait tout à l'heure, la dimension humaine, la dimension de la relation du maître à l'élève, elle est essentielle. Elle est d'autant plus essentielle que ces outils deviennent plus performants et compliqués. Bon, les outils ne sont pas neutres, hein, on l'a bien vu tout de suite avec la vidéo. Les outils ne sont pas neutres, ils sont capables de transformer aussi, de faire bouger les choses. On voit bien comment, pour prendre qu'un exemple, le tableau numérique joue un rôle dans l'apprentissage et dans la gestion de l'erreur. Mais ce sont des choses qui interviennent à la marge. La relation, encore une fois, entre le maître et l'élève, et puis ce qui se passe dans la classe, ce qui se passe dans l'environnement, dans l'écosystème des apprentissages, dans l'école, tout simplement, est beaucoup plus important et beaucoup plus fondamental. Alors 2 mots là-dessus, peut-être, et je vais essayer de le faire rapidement. D'abord, dire en un mot que... Je fais attention au vocabulaire, j'essaie d'être attentif au vocabulaire, et qu'on ne peut pas constamment mettre, pardon monsieur Douai, on ne peut pas constamment mettre sur la même phrase informatique et numérique comme s'il s'agissait de la même chose et puis que s'agissait de... non, ce sont vraiment, en tout cas, si on peut le dire de votre place, parce que c'est votre travail de recherche, et puis bien entendu, ce qu'on va trouver d'humain, de culturel, de social et de sociétal dans le numérique sera très important pour la science et les technologies de l'informatique. Il va de soi que dans l'éducation, enfin en tout cas dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles de premier degré, on ne peut pas tenir ce discours-là. L'informatique, c'est pas le numérique. Le numérique, c'est pas l'informatique. Et si l'informatique existe en tant que peut-être champ de travail et puis d'investigation et puis d'apprentissage aussi, le numérique, il va bien au-delà de ça. Le numérique, c'est bien un domaine culturel et social, je dirais même sociétal, d'une certaine manière, qui imprègne totalement nos comportements, nos modes de fonctionnement, la relation, encore une fois, qu'il y aura entre le maître et son élève. Alors, dans l'école, qu'est-ce qui change avec le numérique ? Qu'est-ce qui change avec le numérique ? Beaucoup l'ont dit sur la table ronde précédente, commencé par vous, monsieur le Reiter, quand vous parliez des modifications concernant les temps et les espaces. Il va de soi que le numérique va changer tout ça. Les espaces d'apprentissage informels sont maintenant tellement nombreux que finalement on apprend beaucoup moins de choses à l'école qu'il en apprend dans la rue avec les amis, les copains, et puis dans des espaces, je dirais, dans des microcosmes qui sont, dont celui de la famille, bien sûr, qui sont divers et nombreux. Les espaces changent, les temps changent. Vous parliez de la déstructuration de l'emploi du temps, c'est une évidence qu'il faudra effectivement
aller au-delà des 55 minutes de cours et imaginer qu'on puisse, à certains moments, casser, y compris les groupes classes, par exemple, pour faire que certains élèves travaillent avec d'autres, et puis qu'on puisse mener des activités plus engagées, plus actives. Vous travaillez sur ce sujet. Plus dynamiques, qui vont au-delà de ce qu'on peut faire habituellement avec les élèves dans la relation simple de la transmission des connaissances et des savoirs. Et puis, autre chose qui change aussi fondamentalement, c'est la relation qu'il y a entre le maître et l'élève. J'en parlais, je ne cesse d'en parler. Celle qui bouscule les notions dont on a précédemment parlé, celle de l'éducation et de l'instruction. Effectivement, le maître n'est plus le seul dispensaire. Et ça va être compliqué pour lui, parce que d'apprendre tout d'un coup qu'il n'est qu'une source d'information parmi d'autres, ça risque de bousculer pas mal, effectivement, les salles des professeurs et d'occasionner des débats un petit peu polémiques. Cette dimension-là de la multiplicité des informations et de leur transformation en connaissances et en savoir, de la construction des connaissances et de la savoir, va être au cœur de la réflexion qu'on peut avoir sur le numérique. Enfin, dernière chose peut-être, c'est la dimension des contenus même d'enseignement et des modalités d'enseignement. Lorsque j'étais venu vous voir, monsieur le recteur, pardonnez-moi aussi de reparler de vous à nouveau, pour parler, lorsque vous étiez à la tête du Conseil supérieur des programmes, vous m'avez certes parlé de l'évolution des programmes, qu'il fallait changer, ils n'ont pas beaucoup changé. Mais vous m'avez aussi surtout parlé des enjeux de la transformation des modalités d'enseignement et de la formation initiale. Et de ce point de vue-là, je pense que vous avez mis le doigt sur des éléments essentiels dont personne ne s'est vraiment emparé encore, malgré les questions que pose le numérique. Voilà les questions essentielles qui sont au débat. Je pense qu'on va avoir l'occasion de développer un peu plus sur les modalités, effectivement, tout à l'heure. Anne Cordier, j'aimerais vous poser une question sur comment vous définiriez en quelques mots, là encore, le monde de l'information dans lequel grandissent, comme vous dites, ces enfants et ces adolescents d'aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce que ce contexte global modifie du point de vue des conditions d'apprentissage? Alors, d'abord, je préciserai que le monde dans lequel ils grandissent, c'est le nôtre aussi. Ça me paraît vraiment important parce qu'on est tout le temps sur une espèce de dichotomie. Ils grandissent connectés, nous pas du tout. On en regarde la table déjà. Alors ok, il y a aussi une deuxième chose, et ça me paraît très important. On isole le numérique aussi du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'on aurait une vie numérique et une vie en dehors. Alors qu'en réalité, si on parle effectivement d'écosystème, moi j'aime beaucoup l'expression de milieu informationnel. Parce que ça comprend à la fois ce qu'on va considérer comme le virtuel, qui ne l'est d'ailleurs pas tant que ça, parce qu'il y a un engagement du corps, il y a un engagement de la posture dans nos actes numériques, et ça comprend le réel, qui n'est du coup pas tant que ça, parce que dans le réel, il y a aussi des imaginaires collectifs, individuels, qui sont aussi aux prises avec nos actions. Donc un milieu informationnel qui a une grande caractéristique, et là c'est pour tous aussi, de l'information partout, tout le temps, par tous les moyens, en mobilité, mais aussi sur tout type de plateforme. Et là, pour le coup, peut-être une distinction, quand même. Parce qu'il n'y a pas forcément des pratiques générationnelles, mais il y a des usages générationnels, avec, par exemple, une centration sur YouTube, qui devient le couteau suisse, entre guillemets, de la recherche d'informations, qui peut être quotidienne, scolaire, qui peut être aussi une information loisir, et avec, par contre, là, une mise en tension, je dirais, avec les contextes. C'est-à-dire qu'on parle de porosité des contextes, mais en réalité, il y a quand même un contexte, si on veut rester sur le numérique académique, et un contexte numérique informel, qu'on le veuille ou non. Et surtout quand on ne le veut pas, d'ailleurs. C'est là qu'on le voit le plus. Et puis, une dernière chose pour caractériser ce monde, il est fait de plein d'incertitudes dont ils ont parfaitement conscience. Et vous avez bien souligné ça en introduction, et je voudrais vraiment rebondir sur ça, sur cette réflexivité des pratiques. Non, ils ne sont pas complètement soumis et agis par un système. Non, ils ne sont pas complètement, j'allais dire abétis, mais enfin, voilà, aliénés. Enfin, on a l'impression qu'on est face à des personnes qui n'ont pas de cerveau, comme si d'ailleurs nous on en avait un qui d'un coup serait sublime.
pas certaine. Quand on voit les pratiques de certains adultes sur les réseaux sociaux, elles ne me semblent pas du tout, et parfois ces adultes sont enseignants, excusez-moi, mais c'est vrai, pas plus développées ou conscientisées que celles des adolescents. Moi, ce qui m'a frappée dans toutes les études que j'ai faites avec eux, c'est une réflexion sur ce qu'ils appellent leur vie numérique ou la société numérique. Ils ont une sorte de programme politique qu'ils élaborent avec un engagement en politique numérique. C'est-à-dire comment il faudrait réguler, comment on s'inquiète aussi de ces données qui circulent. Ils ont bien conscience, par contre, de ne pas pouvoir agir complètement sur le système. Et il me semble que là, c'est important de souligner ça parce que, pour le coup, il n'y a pas de transition, parce que je crois que c'est Didier après, mais quand même, dommage, j'avais une transition. Mais pour le coup, ça contrecarre aussi tous ces mythes autour des pratiques informationnelles juvéniles. Oui, je trouve très important, merci beaucoup, de souligner, et j'ai pu moi-même le constater dans mes visites de classe, les élèves qui utilisent au quotidien le numérique avec leurs professeurs ont cette conscience, et pas forcément parce que leur professeur leur a donné, souvent bien sûr parce que leur professeur leur a donné, ou en tout cas les a conduits à s'interroger sur ce qu'ils sont en train de faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'en classe, avec des outils qui sont en fait des supports, des médias grand public, qui ne sont pas faits pour l'école et pour les apprentissages, en classe, ils sont amenés à s'interroger sur comment je vais apprendre, m'enrichir et moi-même développer des compétences en utilisant, en dévoyant en quelque sorte ces outils. Et cette conscience, elle existe vraiment parce qu'ils sont souvent capables d'expliciter ce qu'ils font et surtout de comprendre le sens de ce qu'ils font. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est peut-être pas nouveau, puisque les bons pédagogues, les bons enseignants ont toujours fait ça, mais cette nécessité de scander la démarche avec des étapes de l'apprentissage, d'avoir une méthode et une démarche explicite avec le sens général et l'objectif qu'on veut atteindre, c'est très présent dans les classes, en tout cas celles que j'ai observées. Je vais passer la parole à Didier Paclin pour qu'il nous dise comment, enfin, si ce monde numérique, cette mise en réseau, comme vous dites, du monde, pose de nouvelles responsabilités à l'école, de nouveaux défis à l'école. C'était un peu le sujet de la première table ronde, mais malgré tout, j'aimerais y revenir. Est-ce que l'école doit plutôt se tenir à l'écart, en retrait de ces changements, ou est-ce qu'elle doit au contraire mieux assurer la continuité des apprentissages entre l'intérieur et l'extérieur de l'établissement, entre les apprentissages formels, informels, etc. Merci pour cette invitation. J'aime bien cet exercice qui nous permet aussi de cultiver l'art de la frustration. Et donc, en 4 minutes et moins de 4 minutes maintenant, je vais essayer de partager avec vous quelques éléments. Et si j'utilise ce terme partagé en introduction, c'est peut-être aussi pour dire que l'un des défis de l'école aujourd'hui serait, et pour emprunter ça aussi à Albert Jacquard, à être des lieux dans lesquels se cultive l'art de la rencontre. Et peut-être que justement cet art de la rencontre à la fois entre les individus, les idées, les différentes sources de connaissances, et d'être là peut-être aussi des moyens, des modalités, des espaces-temps sociaux dans différentes diversités, au-delà des 55 minutes qui quand même relèvent d'une industrialisation des dispositifs de formation qui ont été construits quand même à une période et qu'il conviendrait sans doute de revisiter. Mesdames et messieurs, si vous êtes en responsabilité, je vous invite à les assumer pleinement. Et de dire, au fond, en quoi l'école pourrait-elle être aujourd'hui l'école des intermédiations, des médiations, en fait, le lieu, et je vais utiliser ce terme, même si ici, ça va être un petit peu délicat d'utiliser, mais le temple de la création des liens pédagogiques, des liens entre les individus. Et de travailler à cette notion de pédagogie du lien qui permettrait à la fois de mettre en réunion et en union ce qui vient de l'extérieur et ce qui vient de l'intérieur, à la fois de l'institution scolaire, mais également de l'individu. Et de re-questionner à travers ça les processus d'apprentissage, sur lesquels et à partir desquels, pour lesquels, nous pourrions aussi mobiliser les neurosciences, etc. Et je voudrais aussi quand même juste rappeler là-dessus, je n'ai pas participé à la table, sauf par texto tout à l'heure, mais l'individu se développe quand même très longtemps et ça ne s'arrête pas à 6 ans. Je voudrais juste rappeler ça quand même. Et de faire de l'école aussi un nouveau défi. Il a été dit tout à l'heure, s'autoriser à, autoriser l'autre. Mais en fait, j'ai envie de dire, est-ce que l'école, dans ces différentes déclinaisons, que ce soit les petits, les grands, etc., moi, je serais plus du côté universitaire, mais au fond, les problèmes sont les mêmes. Est-ce que l'école peut-elle devenir aujourd'hui un espace d'autorisation, c'est-à-dire d'être auteur, de son parcours et
en développant à travers ça à la fois des questions que l'on connaît bien d'autodétermination, etc., mais que l'école soit également un lieu où, que ce soit les 3 niveaux de l'institution, du collectif d'enseignants, mais également de l'individu apprenant, où on cultive sa capacité à gérer l'incertitude et à prendre le risque. Et là, l'école pourrait être à ce moment-là un lieu de sécurisation de cette prise de risque, un lieu comme une forme de bac à sable dans lequel à la fois de multiples expériences seraient possibles sans risque, je veux dire pathogène, pathologique ou autre, mais où il y aurait au moins dans des espaces, je veux dire, contenus et contenants pour les winnicottiens de cette salle, qui permettraient à l'individu de se développer et de considérer qu'il est en capacité aussi de se développer. Et je crois que développer cette approche-là, c'est aussi travailler sur les questions d'estime de soi, les questions de confiance, de rapport au stress, on n'en a pas parlé, mais ce qu'on en voit et qui est dans la manchette, l'édito de la page 20 en bas à droite du Monde que vous avez tous lu depuis tout à l'heure, les fameuses soft skills, c'est-à-dire toutes ces compétences qui aujourd'hui apparaissent comme étant nécessaires. Alors, on nous vend ça, je vais être aussi un peu provocateur parce que je peux l'être, et même beaucoup, mais derrière ça, je veux dire, comme je dis, et d'autres, personne n'est contre la vertu. Que l'on soit bien dans notre vie, que l'on soit riche, beau, intelligent, etc. Bien sûr, on aspire à ça. Mais au fond, que faisons-nous au quotidien? Et qu'est-ce que l'institution et qu'est-ce que l'école fait pour ça? Et je pense qu'il y a l'un des verrous, et je terminerai là-dessus, compte tenu du temps, c'est le verrou de l'évaluation et le verrou également de l'imaginaire et de la représentation que nous avons de la notion de réussite. On peut très bien dire on va changer l'école, mais tant que l'école sera fondée sur la notion de réussite académique et reléguera à la marge des innovateurs, dont on voit bien que lorsqu'un innovateur parle dans une vidéo, je crois pour les éducateurs en médias, vous avez à côté un extincteur en grand et que l'on pourrait penser qu'il est là pour dire attention, veillons à éteindre le feu de l'innovation pédagogique. Au fond, de se dire que, bien sûr, les programmes, on sait ce qu'on en pense, enfin, chacun essaye de faire, bon, il n'y a aucun procès, ce n'est pas le lieu, puis même, ce n'est pas l'objet, mais de dire, au fond, qu'est-ce qui est central et qu'est-ce qui permettrait de déverrouiller le système qui, aujourd'hui, nous avons tous conscience qu'il nous remet dans un état du Moyen-Âge, à savoir là où le Moyen-Âge, je veux dire, au Moyen-Âge a succédé la Renaissance et avec la perspective, on peut penser que la nouvelle Renaissance va être l'immersion, la 3D, etc. Mais comment aujourd'hui, de là où nous agissons, pouvons-nous justement œuvrer au quotidien tel le colibri, pour que les choses bougent, parce qu'on sait bien que ça ne viendra pas d'en haut. C'est toute la problématique de l'éducation nationale, depuis toujours d'ailleurs, qui est effectivement très, très lourde. Et je pense que cette question de l'évaluation en particulier est certainement un des facteurs clés de la résolution de ces problèmes. Nous y reviendrons aussi, j'espère. Donc, il y a, vous le voyez, une très forte attente de notre société autour du numérique pour l'école, pour les apprentissages. Mais est-ce qu'on peut simplement évaluer ces avantages, cette plus-value, comme on dit, du numérique uniquement en termes de résultats scolaires? Bon, la réponse, elle a déjà été donnée, hein. On sait bien que si on s'arrête simplement aux résultats scolaires, académiques, on va passer complètement à côté de l'apport éventuel du numérique. Par contre, il y a des domaines peut-être, André Tricot, sur lesquels on peut constater un réel apport, mais aussi des domaines où on croit qu'il y a un apport et finalement les choses sont très contestables. Je vous laisse l'évoquer. Il me semble, et ça a déjà été évoqué dans la première table ronde, qu'il y a un des domaines où il y a un apport évident, c'est l'accès à des ressources, tout simplement. La possibilité rapidement d'accéder à des supports ou à des situations d'échange entre apprenants. Apprenants qui ne vivent pas forcément dans le même pays que moi, par exemple, ou dans la même ville que moi. Donc cette fonction d'accès à des supports ou à des situations, là-dessus, il y a une plus-value qui est absolument énorme, à partir du moment, bien entendu, on dit bien que ce à quoi on accède, c'est des supports ou des situations. Ça ne veut pas dire que ça va être des supports qui vont faire réussir un enseignement ou des situations qui vont faire réussir un enseignement. Mais là, il y a quelque chose effectivement de très très fort qui se passe. Et effectivement,
les grandes révolutions des technologies de l'information qui ont été évoquées avec l'invention de l'écrit, la bibliothèque d'Alexandrie, l'imprimerie, etc. Chaque fois, ont ouvert ça. Est-ce qu'il y a une modification de l'accès au support et de l'accès à des situations? La deuxième chose qui est très intéressante dans ce qui se passe, c'est l'accès à de nouvelles représentations. C'est-à-dire qu'il y a des savoirs en sciences, par exemple, qui, pour une génération, ne peuvent donner lieu qu'à une conceptualisation très abstraite. Pour la génération suivante, on a trouvé des moyens de représenter un concept, une réalité qui n'est pas tangible, que je ne peux pas observer dans la nature, mais que maintenant je sais représenter, ou que je sais représenter plus facilement, ou que je sais simuler. Et ça, il y a une plus-value incroyable avec ce qui s'est passé au cours des 40 dernières années. Je pense notamment au logiciel de simulation quand je dis ça. Mais avec toujours la même prudence, mais bien entendu, un système de représentation n'est pas une situation d'enseignement. C'est un système de représentation qui peut être mobilisé dans une situation d'enseignement. Il y a une autre chose qui est très intéressante et qui se passe, c'est l'idée qu'il y a des régulations d'apprentissage qui sont possibles à condition qu'elles soient frustres. C'est en gros dans des apprentissages où les choses sont bien définies, il y a une bonne façon de répondre et une façon de répondre qui est erronée, ou plusieurs façons de répondre qui sont erronées mais qui sont bien connues, bien définies à l'avance. Et dans ces situations, ce qui est très intéressant, c'est le fait que concevoir un dispositif qui permet de réguler l'apprentissage et derrière de personnaliser en partie, c'est exactement la même chose si on le conçoit pour 10 élèves ou pour 10 000. Et ça, c'est vraiment un changement. Ou pour 100 000. Alors, en acceptant que, moi, ça fait plus de 25 ans que je travaille dans ce domaine, et même quand j'ai commencé, il y avait les anciens qui rêvaient de... les gens qui travaillaient dans ce domaine dans les années 70-80, dans le domaine des tuteurs intelligents, c'est ceux où on imaginait qu'on allait faire de la régulation riche sur des situations d'apprentissage très ouvertes. Bon, ça, on n'a pas réussi, mais en descendant d'ambition et en s'intéressant à des régulations frustres, il y a des choses vraiment intéressantes qui peuvent se passer. Et puis peut-être le dernier domaine dans lequel il y a des choses très intéressantes qui se passent, c'est celui de la scolarisation à l'école ou en dehors de l'école d'enfants ou d'adolescents en situation de handicap, avec l'utilisation d'outils au service de stratégies, soit de compensation, soit de contournement, soit de rééducation. Et là, il y a 30 ans de travaux dans ce domaine. Au fur et à mesure qu'une nouvelle techno arrive, on se dit tout de suite, voilà, comment un enfant aveugle, comment un enfant sourd, comment un enfant dans un fauteuil qui ne peut pas utiliser ses mains peut bénéficier. Et c'est le quatrième domaine dans lequel je crois qu'il y a des plus-values très intéressantes. Merci de la brièveté, parce que je sais que vous avez énormément travaillé tous ces sujets, qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, y compris pour relativiser certains apports qui sont toujours liés à la tâche et au type d'activité, et aussi à la personne à qui s'adresse. En particulier, vous parliez des élèves en situation de handicap. Évidemment, le choix, la possibilité de choisir la ressource qui convient à ce dont a besoin cet élève, qui d'ailleurs remet au centre la pédagogie par rapport à l'outil, est quelque chose évidemment de particulièrement intéressant, qui ouvre des pistes pour le futur. J'aimerais qu'on en arrive maintenant à cette question des nouvelles connaissances et compétences, si elles sont nouvelles, qui sont nécessaires, qu'il est nécessaire de développer chez les élèves. On a bien sûr beaucoup travaillé, on y travaille encore sur ces référentiels de compétences que nécessite le numérique, plus que de compétences numériques d'ailleurs, qu'il faut développer chez les élèves. Anne Cordier, vous pouvez nous en dire quelques mots. J'imagine que vous avez bien quelques idées sur cette question. Alors, deux principales.
j'ai suivi la consigne. Donc, j'ai dit deux. Bon, voilà, si vous en avez trois, deux principales. Non, mais j'ai un truc pour englober. Alors la première, en fait, c'est une approche par la culture de l'information. Et volontairement, je ne parle pas de culture numérique, puisque je reste sur mon idée de milieu informationnel, et que la culture numérique fait partie d'une culture de l'information au sens beaucoup plus large, qui va comprendre à la fois des compétences, certes, des savoir-faire, mais aussi des connaissances. Et il me semble que là, c'est important de revenir sur ça, parce qu'il y a un lien avec les inégalités aussi, sociales, genrées, qu'on peut aussi voir dans les études de terrain. Et donc des connaissances qui permettent de doter aussi d'un pouvoir d'agir par une culture technique, mais aussi par une culture économique et sociale, des logiques en fait, de production, de diffusion de l'information. Ça passe aussi par une sensibilisation, par exemple, au commun. Voilà, la culture de l'information, pour moi, c'est ça. Hein, c'est vraiment donner un pouvoir d'agir par une connaissance qui, du coup, devient après une connaissance en action. Et puis, deuxième chose... qui en fait croise deux éléments. On parle beaucoup vous avez Pariser, Élie Pariser, qui évoque les effets bulles. Effectivement, on a des comportements de navigation qui sont de fait déterminés par les algorithmes. On est enfermé finalement dans nos parcours informationnels. Et il y a aussi des bulles cognitives qui sont liées aussi à nos propres milieux, aux héritages de pratiques qu'on peut avoir. Et il me semble qu'en termes de nouvelles compétences, il y a la diversification, la diversification des répertoires de pratiques que l'on va avoir. Ça suppose une cartographie de l'offre informationnelle pour les élèves qui vont pouvoir ensuite activer, en fonction des contextes et des situations dans lesquelles ils sont, un répertoire de pratiques. Ça suppose des grilles de lecture et de permettre cette diversification aussi des répertoires de pratiques. C'est aussi de permettre un pouvoir d'agir à davantage aussi d'élèves pour ne pas les cantonner à des répertoires déjà éprouvés et souvent enfermés hérités de leurs milieux sociaux, par exemple. Donc, tout est sous la rubrique pouvoir d'agir. On le retient. C'est d'autant plus important que ça quand même, ça rejoint l'idée de liberté, de construction de la liberté et de la liberté d'expression. Donc, ça me permet une bonne transition avec Michel Guilloux, qui lui aussi a des propositions. J'avais demandé de faire un choix de 2 compétences à développer nécessaires. C'est difficile. J'aurais pu aussi quand même évoquer de manière plus large, peut-être que son domaine à elle, l'importance de l'éducation aux médias, à l'information qui est fondamentale. Pour revenir, peut-être pour élargir encore mon propos, dire combien il est important de travailler, que l'école travaille, sur le champ d'une acculturation numérique globale des élèves, comme d'autres partout dans les lieux, dans les tiers-lieux ou dans les espaces des villes et des communes, travaillent à l'acculturation numérique globale des citoyens. Et j'entends par là qu'il s'agit d'acquérir une culture numérique globale. Il s'agit d'acquérir des valeurs, habituellement celles qu'on donne à une culture, celles qui permettent de se reconnaître les uns les autres. Je pense à celle je veux dire des choses qui courent la littérature, mais en même temps, il faut rappeler ces mots parce qu'ils me semblent fondamentaux, qui sont les valeurs du partage, les valeurs de l'échange, les valeurs du travail ensemble, de cette réalité d'être ensemble et de faire des choses ensemble, les valeurs de la coopération, de la collaboration, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, et aussi les codes, des langages donc, qui sont ceux, par exemple, qu'utilisent les jeunes. Ils ont leur propre langage, celui à commencer par le texto, mais aussi par ceux qui produisent quelquefois, lorsqu'ils écrivent quelques lignes de code sur un ordinateur pour fabriquer un programme. Tous ces langages nouveaux font partie de ce que j'appellerais, moi, une culture numérique globale. Cette culture numérique globale, c'est pas quelque chose qui peut s'enseigner comme tel, mais c'est quelque chose qui doit traverser de manière... comme on pourrait faire une translittératie, traverser l'ensemble des disciplines. L'ensemble des disciplines, chacune des disciplines scolaires doit s'approprier ces éléments culturels pour les intégrer dans les champs disciplinaires. Ça, c'est le premier point. Je vais aller au deuxième tout de suite. Je pourrais en parler pendant des heures. Le deuxième point, c'est, parce qu'il me semble aussi fondamental à l'heure du numérique,
Et pour revenir sur un propos qui a été tenu par M. Blanquière tout à l'heure, c'est celui de l'exercice d'une liberté fondamentale, qui est celle de la liberté d'expression. On a vu à quel point c'était important de la défendre à l'occasion d'événements récents. L'école doit s'emparer de ce chantier qui est celui de la défense et de l'exercice, de la capacité à exercer pleinement sa liberté d'expression. Et évidemment, exercer sa liberté d'expression, c'est en apprendre les potentialités, mais aussi les risques. Et qui s'est emparé de ça réellement à l'école depuis des années? Pas grand monde, quelques pionniers qui ont essayé de travailler avec leurs élèves là-dessus. À chaque fois qu'un élève a voulu prendre des risques avec sa liberté d'expression, il a été sévèrement sanctionné par l'école, qui ne lui avait jamais rien appris à ce sujet. Il y a un chantier fort, parce qu'il est la liberté d'expression. Pourquoi faut-il la défendre à l'heure du numérique? C'est parce qu'elle peut s'exercer de manière universelle. C'est parce que n'importe qui maintenant, comme l'ont fait les élèves il y a 15 ans, ont ouvert des skyblogs, par exemple, sur la plateforme que leur offrait la radio Skyrock, avec les problèmes d'éthique que ça pose. Ont ouvert des skyblogs et se sont exprimés, alors de manière fort sans doute généralement très médiocre, mais ils ont usé de leur liberté d'expression. Et ça, c'est possible maintenant de manière universelle, de pouvoir s'exprimer en ligne, et pas forcément en écrivant des choses, pas forcément en produisant de l'écrit, donc, mais aussi en produisant des objets multimédia qui interfèrent les uns avec les autres. C'est un mot multimédia qui a disparu du vocabulaire usuel, mais on comprend bien ce qu'il veut dire. Du son, des vidéos, et on sait bien à quel point les élèves sont férus de fabriquer des vidéos, ces objets-là, en les portant sur des plateformes commerciales. Et l'école doit prendre en compte cette dimension-là et intégrer cette... Je termine, je sens bien, Catherine, que vous impatientez. Intégrer cette dimension dans l'ensemble des apprentissages disciplinaires. Voilà. Oui, mais je vais même rebondir sur ce que vous dites, parce qu'apprendre la liberté d'expression, c'est aussi prendre conscience de l'illusion de liberté que donne le numérique. Cette illusion de pouvoir s'exprimer librement, répandre sur les réseaux non seulement ce qu'on pense, mais ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on dit. L'école a ce rôle, à mon avis, important, c'est de faire toucher du doigt les limites et les contraintes qui se cachent derrière cette liberté. Les architectes, comme disent nos amis du CELSA, ce qui a conditionné, prédéterminé cette expression, ces langages que nous utilisons, et aussi les pièges et les manipulations possibles. On croit librement s'exprimer. En fait, on rentre dans une stratégie et dans un cadre et dans une contrainte qui est masquée par la surface lisse de l'écran et des interfaces. Merci, donc, moi, je pense que c'est cet enjeu de la liberté d'expression. On pourrait faire une table ronde là-dessus, oui, sur ce que ça veut dire aujourd'hui, la liberté d'expression à l'heure du numérique. Mais comme le temps nous est compté... On pourrait dire aussi, Catherine, que c'est quelque chose qui bouscule tellement l'école et les élites de manière générale que ça leur pose problème. On voit bien comment les médias ont été bousculés par l'exercice par chaque citoyen de sa liberté à s'exprimer. J'ai bien aimé, d'ailleurs, à propos de citoyens, l'expression qu'on a employée tout à l'heure de citoyen apprenant tout le long de la vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose peut-être qui pourrait caractériser l'attitude, la posture qu'on veut faire prendre aux élèves d'aujourd'hui. Didier Paclin, moi j'aimerais à ce propos, et d'ailleurs Anne Cordier l'a déjà évoqué dans sa prise de parole tout à l'heure, si le numérique risque de creuser les inégalités. On a parlé d'inégalités, ou est-ce que ça va dans le sens, au contraire, d'une démocratisation des savoirs et de l'accès au savoir? Alors pour répondre à cette question, j'ai oublié d'apporter ma boule de cristal, vous m'en excuserez. Je vais répondre un peu autrement, mais je vais quand même répondre à la question. Je pense que déjà, on a parlé de beaucoup de mythes, etc. André en a reparlé. Je pense qu'il y a un mythe qu'il faut déconstruire collectivement et sur lequel il faut user de toute notre liberté d'expression, c'est la simple mise à disposition de ressources ne suffit pas à apprendre. Un bel exemple, les universités numériques thématiques en France, plus de 30 000 ressources. Tout à l'heure, l'immersion, il y a eu des doigts qui se sont levés. Je pourrais poser la question, qui a déjà utilisé au moins une ressource dans une situation pédagogique produite dans ce contexte-là? Ne levez pas la main, merci.
Premier élément. Deuxième élément, nous sommes dans un monde inégalitaire. C'est choquant de le dire ainsi. Ma position, c'est plutôt de dire comment veillons-nous à ce que les écarts ne s'accroissent pas et comment même travailler à la réduction des écarts. Je pense qu'il peut bien sûr philosopher. On peut, comme je disais tout à l'heure, la vertu, le monde de la réalité. Et par rapport à cela, il y a quand même des éléments qui peuvent et qui doivent venir nourrir notre action du quotidien. Il y a un effet genré de l'usage des technologies, on le sait. Celui-là, il est connu. Il y a un effet territorial. Rapidement, je fais une étude, entre autres en Aquitaine, il s'échange moins, toutes choses étant égales par ailleurs, moins de SMS par jour dans les zones où la densité de population est moins de 2000 habitants par village qu'en zone urbaine, etc., etc. Il y a tout un ensemble d'éléments qui jouent sur le rapport à l'apprentissage et qui créent des inégalités. On sait très bien que des étudiants qui sont dans des chambres de 9 mètres carrés fournies par le Crous ne sont pas dans les mêmes conditions que ceux qui habitent chez les parents, etc., etc. Donc c'est un sujet qui est très vaste et très vaste par rapport à ça. L'idée et le propos, juste en une minute, c'est de dire évitons d'accroître les inégalités. Et notamment sur un point, ce qui est celui des conséquences perverses de la dématérialisation, qui se traduisent notamment par un déport de la responsabilité de l'activité sur l'apprenant, là où c'était assuré avant par l'institution. Oui, mettons à disposition de tous la connaissance, les informations via des PDF. Ça, c'est bon pour les vendeurs de cartouches recyclées. D'accord? Oui, mais avons-nous pensé, lorsque nous mettons à disposition ces ressources, de la manière dont l'individu, le sujet, apprend? Est-ce qu'il rature? Est-ce qu'il fait des post-it? Vous avez vu, si vous voyez mon machin, c'est assez particulier quand même, c'est le même bazar qu'il y a là-haut. Donc, comment prenons-nous cela en compte au risque d'une uniformisation, bref, merci, des façons et des pratiques. C'est-à-dire d'arriver à construire un antagonisme, un paradoxe entre créant des situations potentielles d'accueil de la diversification, de la diversité, de la prise en compte des singularités pour aller vers une individuation, et on veut tous qu'ils impriment le même texte à la même heure pour rendre le lendemain. Et je pense que là, il faut veiller à ne pas reproduire, je veux dire, ce que l'on cherche à déconstruire pour, gérer cette question des inégalités. Et ça amène peut-être à se dire, mais pédagogie numérique, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hybridation à penser? Et je vais prendre une métaphore biologique, c'est-à-dire en travaillant une notion que je vous partage avec vous, d'hétérosisme pédagogique. L'hétérosisme, qu'est-ce que c'est en biologie? C'est lorsque le produit de deux parents ou de deux gamètes, etc., a des performances qui sont supérieures à la moyenne des parents. C'est tout simplement ça. Essayons de réfléchir en quoi et comment la jonction à la fois des pratiques pédagogiques, de la présence du numérique, etc., permet de faire autre chose, et de ne pas être uniquement dans la substitution, qui certes peut servir des actes de spectacularisation de l'acte pédagogique, mais ne transforme pas au fond les postures et les activités quotidiennes de l'enseignement et de l'apprentissage. J'ai envie de rebondir sur tout ça, parce que, mais je vais me discipliner, puisque nous n'avons pas tout à fait terminé la table ronde, et simplement renvoyer à l'intervention qui aura lieu cet après-midi de Marcel Lebrun, qui est ici dans la salle et que nous remercions d'être présent. Il m'a demandé de dire ça pour préparer. Je vous renvoie à la table ronde sur l'enseignement avec le numérique, parce que dans cette question de dématérialisation, c'est-à-dire d'externalisation en quelque sorte sur des supports numériques d'une partie du contenu des apprentissages. Précisément, la réflexion de Marcel Lebrun sur la classe inversée nous intéresse beaucoup, parce qu'il s'agit, contrairement à ce qu'on croit, exactement de l'inverse, c'est-à-dire il s'agit de réintégrer ce qui était délégué, renvoyé à l'extérieur de la classe, ce travail, ces contenus qui étaient confiés à l'élève tout seul, chez lui, en autonomie, entre guillemets, alors qu'il n'avait pas les conditions de travail, pour la plupart des élèves, pour véritablement tirer parti de ses devoirs à la maison. Aujourd'hui, cette partie-là qui se passait à l'extérieur de la classe et qui aujourd'hui peut être dématérialisée et effectivement confiée à des supports numériques en dehors de la consultation en dehors de la classe, et réintégrée dans une stratégie et une construction des apprentissages encadrée par l'enseignant, pensée par l'enseignant à l'intérieur de la classe. Donc sur cette continuité entre l'extérieur, l'intérieur, le formel, l'informel, ce que l'élève fait seul
seul, et cette autonomie qui est à construire. Et à mon avis, si moi je peux personnellement évoquer mon point de vue sur la question, je pense que c'est la construction de l'autonomie, de cette, puisqu'on apprend tout au long de sa vie, dans n'importe quel lieu et dans n'importe quel temps, il faut qu'à l'école, l'élève apprenne à travailler, à construire son autonomie progressivement avec le professeur et apprenne aussi à utiliser les médiations qui sont autour de lui. Voilà, donc j'en arrive au dernier point, à la manière, justement, André, dont le numérique modifie les processus d'apprentissage, le processus lui-même. C'est une question qui est extrêmement intéressante parce que ça dépend en gros de à quel niveau on définit en gros toutes les grandes théories de l'apprentissage du XXe siècle. On définit le processus d'apprentissage comme un processus adaptatif. Et si vous lisez les travaux de Anne qui est à ma gauche, en fait, dans un environnement dans lequel il y a beaucoup d'informations présentées de telle manière ou telle manière, on s'adapte à son environnement informationnel et l'école existe parce que les apprentissages adaptatifs, ça ne suffit pas pour grandir et devenir un citoyen d'une société beaucoup plus complexe que n'est mon environnement quotidien d'enfant et mon environnement quotidien d'adolescent. Et donc, en gros, si on dit qu'est-ce que c'est les processus d'apprentissage, c'est d'une part des processus adaptatifs, d'autre part des processus non adaptatifs, c'est quasiment une spécificité de l'espèce humaine, hein, la capacité à apprendre des connaissances inutiles au moment où on les apprend. Il y a peu d'autres espèces animales qui sont capables de ça. Là-dessus, le numérique ne change rien. Si je définis maintenant les processus d'apprentissage, parfois apprendre c'est comprendre, parfois c'est conceptualiser, parfois c'est automatiser, parfois, c'est prendre conscience. Si c'est ça, les processus d'apprentissage, le numérique ne change rien à ça. Parce que les processus d'apprentissage dont je viens de parler étaient exactement les mêmes il y a 10 000 ans, il y a 5 000 ans et à aujourd'hui. Et nous partageons certains de ces processus avec d'autres espèces animales. Par contre, si je m'intéresse aux conditions dans lesquelles sont mis en œuvre ces processus d'apprentissage, aux conditions de régulation de ces processus d'apprentissage, alors effectivement, il y a un impact qui est potentiellement extrêmement important et voire même, soyons fous, porteur d'un certain optimisme. Merci. Anne, est-ce que, selon vous, donc les pratiques ou les usages, comme vous dites, infocommunicationnels des adolescents, donc le réseautage en particulier, je pense à ça, mais pas simplement à l'extérieur de l'école, sont importables dans l'école, si j'ose dire. C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent servir de levier précisément à ces apprentissages? Alors, ils servent de ressources. Bon, et donc, par ressources, je vais entendre un côté obstacle. Ils sont des obstacles aussi à l'apprentissage, parce que je vais développer une représentation faussée, par exemple, d'un fonctionnement de moteur de recherche, si tant est que je le connaisse d'ailleurs, le fonctionnement. C'est le fameux faire avec pour aller contre, hein, tout simplement en pédagogie. Hein. Mais après, ce sont aussi des ressources, pour le coup, qui peuvent être des leviers, dans le sens faire avec pour aller avec. C'est-à-dire que là, on va travailler sur le transfert de compétences et de connaissances, sur justement la réflexivité que je dois avoir par rapport à mon répertoire de pratique et quel autre répertoire de pratique est disponible, possible, atteignable et convocable aussi dans d'autres situations. Alors là, André le dirait beaucoup mieux que moi, hein, mais la question qu'il y a derrière, hein, c'est la question de la structuration des connaissances finalement, et c'est le rôle aussi qu'on a à l'école. Donc de toute façon, il y a un débat en ce moment, on tue l'école, enfin, un certain nombre de personnes tuent l'école, voilà. Mais c'est un débat assez qui n'en finit pas, hein, de toute façon. Hein. Mais il me semble que le désastre pédagogique dans l'école serait de ne pas prendre en compte ces pratiques-là, de toute façon. Mais ça me permet en même temps d'évoquer la question qui nous est posée là sur la tablette. Je vois apparaître des questions, en particulier sur est-ce que l'équipement des écoles, est-ce que les outils numériques ne peuvent pas avoir un effet gadget? Est-ce que véritablement c'est le rôle de l'école? Bon,
c'est une question vrai qui se pose, qu'on nous pose toujours. C'est pour ça que cette question de importer des objets et des équipements qui, a priori, ne sont pas faits pour l'école, est-ce que ça fait perdre du temps? Est-ce que c'est un obstacle ou est-ce qu'au contraire, ça peut contribuer à enrichir l'environnement et à rendre plus fluide et plus flexible et plus adaptable cet environnement aux besoins des élèves et à la construction du futur citoyen? Je vais me permettre, on n'importe pas des objets ni des outils. Alors là, vraiment, enfin, justement, le grand défaut, c'est toutes ces... Enfin, on voit des séances pédagogiques effectivement utilisées par le Louise en 4e. Là, d'accord. Non. Ça peut être éventuellement, mais attention parce que les séances pédagogiques qu'on voit ne sont pas les scénarios pédagogiques effectifs. Mais en même temps, attention à l'entrée outils. Si effectivement on fait du numérique, comme on dit, j'adore cette expression, pour faire jeune, soi-disant, bon, effectivement, là, on arrête tout de suite, clairement. Par contre, donc là, dans ce cas-là, effectivement, c'est un statut de gadget. Ok, on peut dire ça. Mais comme en un temps, on passait une émission, et voilà. Mais par contre, se soucier du sens que l'on va donner à la pratique que l'on met en place avec ces outils dans des situations précises, là, il me semble que c'est pas du tout du gadget et qu'on est bien sur un objectif de l'éducation aux médias et à l'information qui, en plus, a été mis en place par l'institution, mais qui existe d'ailleurs en réalité depuis bien longtemps à travers plein de regards disciplinaires aussi. Très bien. Comme nous n'avons plus que 2 minutes, je pense qu'il faut passer malheureusement à la conclusion. J'ai heureusement eu l'occasion d'évoquer les questions de la salle, mais j'aimerais laisser la parole peut-être à Didier Paclin, s'il accepte de dire le mot de la fin. Et sans frustration, c'est vrai que... Non, je vais regarder Frédéric, si vous permettez que je vous appelle par votre prénom, parce que je n'ai pas retenu votre nom. Mais dans ce lieu, ça me fait penser un peu à la manière dont on a aussi présenté à un moment les moines cisterciens, à savoir ces défricheurs d'éternité. Et je pense que peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes tous ici, les uns les autres, les unes et les autres, ces défricheurs, je veux dire, de cette éternité pédagogique, où on voit bien à la fois qu'il y a des principes, des invariants pédagogiques qui sont posés, qu'il convient de rappeler, mais également qu'aujourd'hui, c'est sans doute l'heure de se dire, mais quelles sont les vraies questions, les vrais sujets sur lesquels nous devons ensemble agir. Le village est vaste, la forêt est immense, mais quels sont les gros cailloux, quels sont vraiment les terrains, les landes, les bois que nous souhaitons mettre en exploitation, de façon à ce que s'opère petit à petit ce changement, par une rupture sans doute à certains moments, mais conservant et respectant aussi la permanence des valeurs également éducatives quand même, qui sont sous-tendues par des systèmes qui ont été mis en place depuis les Sumériens, parce que si nous sommes là, c'est que nous en avons bénéficié, et j'ai envie de dire, respectons également ce qui nous a construit, mais à partir également de ce capital qui nous habite et qui nous a construit, permettons aux générations futures elles-mêmes de vivre leurs propres expériences et de permettre à l'institution éducative de vivre le mieux possible, et je terminerai là-dessus, la tension entre des temporalités qui semblent aujourd'hui l'éclater, à savoir la temporalité machinique, la temporalité institutionnelle et la temporalité biologique. Merci. Merci Didier.